Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 25e vidéo sur le langage Swift. Dans cette vidéo, nous allons voir comment sauvegarder et charger des données dans la mémoire dédiée à l'application, donc dans la mémoire du téléphone, et tout cela avec Xcode et le langage Swift. Donc je tiens à vous prévenir qu'il y a plusieurs méthodes pour faire cela, il y a plusieurs fonctions qui existent. Nous allons voir deux fonctions qui étaient déjà présentes en Objective-C, ce qui va quasiment nous assurer un fonctionnement universel avec toutes les éventuelles futures mises à jour qu'il peut y avoir sur le langage Swift. Commençons avec une nouvelle classe, la classe NSUserDefaults. Cette classe, donc cet objet, va nous permettre de stocker tout type de données en mémoire. Et quand je dis tout type, on peut y stocker des nombres, des chaînes de caractères, des tableaux, des dictionnaires ou des types dérivés de ces derniers. Il organise les données stockées grâce à un identifiant donné par le développeur qui est propre à chaque donnée. Donc nous, en tant que développeurs d'application, on va donner à notre donnée une étiquette pour pouvoir l'identifier dans la mémoire et nous servirons de cette étiquette pour pouvoir la prendre de la mémoire et la donner en mémoire. Car chaque identifiant est propre à une donnée. Et pour utiliser tout cela, nous allons voir deux fonctions principales. Mais avant, il faut savoir d'où viennent ces fonctions. Eh bien, la classe NSUserDefault est une classe fille qui hérite de sa classe mère NSObject. Donc du coup, la classe NSUserDefault a toutes les fonctionnalités et les attributs de sa classe mère, c'est-à-dire NSObject. Et cette classe mère en question, NSObject, est un objet qui possède dans une de ses extensions, dans le code, deux fonctions qui sont utiles au chargement et à la sauvegarde de données. C'est une de ces deux fonctions qu'on va voir. Et comme elles sont présentes dans NSObject, elles sont aussi présentes dans NSUserDefault par héritage. L'héritage qui est une notion qu'on a vue dans les vidéos précédentes. Alors quelles sont ces deux fonctions que l'on va utiliser? Eh bien voici les prototypes, c'est-à-dire les en-têtes de ces fonctions. Pour le chargement, on utilise la fonction value4k qui prend en argument la clé, c'est-à-dire l'identifiant, l'étiquette que l'on va donner à notre donnée. Donc vous voyez qu'elle est de type string, donc c'est une chaîne de caractères. Cela veut dire que notre identifiant est forcément une chaîne de caractères. Et cette fonction va renvoyer la donnée que l'on va prendre de la mémoire, que l'on va charger. Et comme cette donnée, je vous l'ai dit précédemment, peut être de tout type différent, eh bien la fonction renvoie anyObject, c'est-à-dire qu'elle renvoie un objet, mais que cet objet peut être de n'importe quel type, car la classe NSUserDefault permet de stocker n'importe quel type d'objet. Vous remarquerez aussi qu'il s'agit d'un renvoi optionnel. Pour la sauvegarde, c'est la fonction setValue qui va s'en charger. Cette fonction prend un premier paramètre, donc la variable, notre donnée à sauvegarder, c'est le premier paramètre, c'est pour ça qu'il est de type n'importe quel objet, pour les mêmes raisons que précédemment. Le deuxième paramètre, qui s'appelle for_k ou k, et qui est aussi une chaîne de caractères, va être l'identifiant que l'on va donner à cette donnée pour la sauvegarde. C'est ce même identifiant que l'on va utiliser dans la fonction value4k pour récupérer la donnée lors du chargement. Et pour la sauvegarde, on va se servir également d'une fonction appelée synchronize pour synchroniser la mémoire avec la valeur de la donnée sauvegardée. Donc voici comment ça fonctionne. On déclare d'abord une constante, qu'on appelle par exemple donnée en mémoire, et on va l'affecter à une instance de la classe NSUserDefaults. La fonction standardUserDefaults permet de créer une instance de la classe. Une fois qu'on a fait cela, on va déclarer notre donnée. Donc ici j'ai mis 0, donc il s'agit d'un nombre entier, mais ça peut être un autre type, comme on l'a vu. Ensuite, on fait des opérations avec cette donnée. Donc là, ça dépend de votre application, on l'incrémente, on la décrémente. Ensuite, on va sauvegarder cette donnée, donc pour ça, on refait appel à notre instance de classe sur laquelle on va appeler setValue. On va lui mettre en premier paramètre la donnée à sauvegarder, c'est-à-dire notre variable donnée. Et le deuxième paramètre, c'est-à-dire for_k, je vous rappelle que dans une fonction, quand elle a plus d'un paramètre, on doit nommer les paramètres à partir du deuxième. Voilà pourquoi ici, il y a for_k suivi de 2 points et de l'étiquette que l'on va donner à cette donnée. Ici, j'ai choisi de l'appeler data. Donc maintenant, donnée est identifiée par data. Et pour terminer la sauvegarde, je fais appel à la fonction synchronize qui va me synchroniser la mémoire avec la valeur de l'étiquette data, c'est-à-dire la valeur de donnée. Et une fois que je l'ai sauvegardée, je pourrai la récupérer de la mémoire en l'affectant par exemple à cette même variable donnée pour que donnée prenne la nouvelle valeur qui a été sauvegardée après les opérations effectuées avec cette donnée. Et pour cela, on reprend notre instance de classe donnée en mémoire et on appelle sur celle-ci value4k avec en argument l'identifiant qui a été donné lors de la sauvegarde, c'est-à-dire data. Et voilà, maintenant notre variable donnée contient la valeur qui a été sauvegardée après les opérations. C'est globalement comme ça que ça va marcher. Donc on va voir un premier exemple avec une application très simple, une application exemple, pour que vous compreniez bien comment cela fonctionne. Et ensuite, on va reprendre notre application du juste nombre et on va l'appliquer à ce jeu-là pour pouvoir sauvegarder le score du juste nombre, c'est-à-dire le nombre d'essais qu'on a tenté avant de trouver le juste nombre. Créez donc un nouveau projet Xcode afin de réaliser cette application d'exemple. Donc elle ne va pas être très longue, on va mettre un label que l'on va centrer sur l'interface, qu'on va un peu agrandir.
On va augmenter sa police, l'histoire de bien voir. On va le centrer. Ensuite, on va placer un bouton. Et en fait, lorsqu'on va cliquer sur ce bouton, il va y avoir un nombre qui va partir de 0 dans le label et qui va s'incrémenter de 1 à chaque fois que l'on clique. Et nous allons sauvegarder ce nombre-là. Et juste avec ça, on va pouvoir illustrer le principe de sauvegarde et de chargement des données. Donc j'augmente la police du bouton. Ensuite, on va lier le label au code, que l'on va appeler par exemple nombre label. Puis, après avoir fait ça, on va créer une action pour le bouton. Donc, après nos fonctions, ici dans la liste déroulante, au lieu de outlet, on met action. On va appeler ça incrémentation, car on va augmenter de 1 notre label. Voilà. D'ailleurs, on va renommer notre label pour qu'il y ait 0. Et on va enfin créer une variable nombre qui va être égale à 0. D'ailleurs, nous allons affecter directement cette valeur au label. Donc dans la fonction viewDidLoad, en dessous de super.viewDidLoad, on cible notre label, c'est-à-dire nombre label. On va cibler son texte et on va l'affecter au nombre. Donc on concatène avec l'anti-slash et le couple de parenthèses car il s'agit d'un nombre et non d'une chaîne de caractères. Et à l'intérieur, on écrit notre nombre, voilà. Donc du coup, ici, c'est plus la peine de mettre 0 dans le label, mais on peut le laisser, hein, ça gêne pas. Mais on va rien mettre, car dès que la vue se chargera, le label possédera 0, puisqu'on l'a mis dans la fonction viewDidLoad. Et maintenant, passons à l'action du bouton. Et bien, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, on va incrémenter notre nombre, donc c'est-à-dire que notre nombre va être égal à lui-même plus 1. On aurait pu aussi utiliser le raccourci de calcul nombre plus égale 1, c'est la même chose. Et on va l'afficher sur le label pour connaître la valeur du nombre. Testons déjà notre application pour voir si le nombre s'incrémente bien de 1 quand on appuie sur le bouton. Donc j'exécute l'application. Donc voici notre application, testons notre bouton. Donc notre bouton marche, le compteur s'incrémente bien. Et nous, on va maintenant sauvegarder ce nombre. Et lorsqu'on va quitter cette application, voilà, et qu'on retourne sur l'application, il devrait y avoir marqué 14, c'est-à-dire là où on en était. Bon, là, il y a 0 parce qu'on n'a pas encore implémenté la fonctionnalité de sauvegarde du score. Mais c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, pour que quand on revienne sur l'application, il y ait affiché le nombre sur lequel on s'est arrêté, il faut réaliser une opération dans la fonction viewDidLoad. Il faut charger la donnée sauvegardée dans viewDidLoad. Donc, c'est ce que nous allons faire. Mais la première fois qu'on va ouvrir l'application, la première fois qu'on va l'utiliser, la donnée n'aura jamais été sauvegardée. Et donc, si on ne fait pas de test de sécurité, on va charger une valeur nulle et évidemment, il va y avoir une erreur. Donc dans viewDidLoad, on va d'abord tester si notre donnée en mémoire est différente de nulle. Et seulement si c'est le cas, alors on va la charger pour l'afficher dans le label. Donc on va commencer par déclarer une instance de la classe NSUserDefault, comme je l'ai dit ici. Donc on va appeler ça nombre en mémoire. Donc NSUserDefault.standardUserDefault qui crée une instance de la classe NSUserDefault. Ensuite, dans le viewDidLoad, on fait un test. Si notre nombre en mémoire que l'on veut charger, donc value for k, l'étiquette qu'on va lui donner sera, on va dire nombre, tout simplement. Et on vérifie si l'étiquette nombre, du moins si la donnée de nombre, est différente de nul, donc nil. Si c'est le cas, alors notre variable nombre va prendre la valeur qui est dans la mémoire, c'est-à-dire tout ceci. Uniquement si le nombre en mémoire n'est pas nul. Alors je vous rappelle que value for k renvoie une optionnelle de type anyObject, donc n'importe quel objet, et pour enlever l'erreur que me met Xcode ici, il faut mentionner quel objet je renvoie et mentionner qu'il n'est pas nul. Donc pour cela, on va utiliser le mot-clé as, suivi du type renvoyé, donc nous c'est un int, et comme c'est une optionnelle, ce qu'il renvoie, eh bien on va être obligé de mettre un point d'exclamation après le as pour lui montrer qu'on renvoie bien une valeur de type int qui n'est pas nul. Et voilà comment on charge un nombre, une donnée, ici un nombre entier, dans une application. Donc évidemment, une fois que cela est fait, il faut l'afficher dans le label, donc l'instruction non-label texte égale nombre va être placée après la condition. Et maintenant, pour la sauvegarde, eh bien la sauvegarde va se faire à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Donc ici, après avoir fait ces instructions, on va appeler notre instance, nombre en mémoire. Dessus, on appelle la fonction setValue, qui permet de sauvegarder, et en premier paramètre qui est de type n'importe quel objet, eh bien on va lui mettre notre nombre, car c'est le nombre que l'on veut sauvegarder, et dans le deuxième paramètre, for k, il va s'agir de l'étiquette que l'on a donnée lors du chargement, c'est-à-dire nombre. On finit ensuite avec
la fonction synchronize, comme on l'a vu. Et voilà, maintenant la donnée est sauvegardée à chaque incrémentation, et si on quitte l'application et qu'on la réouvre, eh bien on va tomber sur la donnée sur laquelle on s'est arrêté grâce à notre test dans ViewDidLoad. Je vais réexécuter l'application, et maintenant on va faire notre test. Donc on va appuyer sur le bouton plusieurs fois, on va s'arrêter à 11. Maintenant je vais quitter l'application en appuyant 2 fois sur le bouton Home. Je ferme l'application en la glissant vers le haut. Et maintenant, je vais retourner dessus pour voir s'il y a bien affiché 11. Et on peut voir que c'est le cas. Notre nombre a été sauvegardé et on peut continuer à l'incrémenter, puis requitter l'application, et quand on ouvrira, il y aura marqué 17 et non plus 0. Donc voilà pour cette application d'exemple, donc vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Et maintenant, on va passer au jeu du juste nombre pour sauvegarder le score du jeu. Réouvrez donc votre projet du juste nombre, celui qu'on a réalisé dans la vidéo 22, et nous allons nous intéresser à la vue principale, à notre première vue, notre vue d'accueil. Cette fois-ci, ça va être un peu différent car on va ajouter un label qui va afficher le meilleur score qui a été obtenu dans le jeu. Donc pour ça, on sort le volet de droite. Dans la bibliothèque des objets graphiques pour cette vue-là, on va sélectionner un label, donc le label, on va le placer vers le bas, ici. Donc on va lui faire prendre toute la largeur parce qu'on va afficher le meilleur score suivi de 2 points et du meilleur score. On va augmenter un peu sa police. On va lui mettre une couleur bleue pour bien le repérer. Et on va lui laisser pour le moment un texte vide. Maintenant, on va lier le label à notre vue. On va appeler ça score label. Et lorsqu'on va arriver la première fois sur cette vue, quand il n'y a pas de nouveau score, il va falloir indiquer aucun meilleur score. Mais si jamais il y en a un, il va falloir indiquer le score qui a été obtenu. Donc tout cela va se jouer encore une fois dans la fonction ViewDidLoad. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable intermédiaire qui va contenir le score par défaut à 0, puis notre variable qu'on va appeler score en mémoire, qui va prendre l'instance de NSUserDefault comme on a fait précédemment. Comme ceci. Ensuite, dans ViewDidLoad, on va tester si le score en mémoire n'est pas nul. Donc si le score en mémoire qui correspond à la valeur, on va dire score, n'est pas nul, alors on va affecter à notre variable intermédiaire score la valeur qui est en mémoire. Et bien sûr, comme cette valeur est un renvoi optionnel, on va lui dire que cette valeur est de type int et on ne va pas oublier le point d'exclamation après le as pour mentionner que ce qu'on va renvoyer n'est pas nul. Ensuite, on va afficher ce score dans le label du meilleur score. Donc pour cela, on prend score label, on cible son texte et on va mettre à l'intérieur meilleur score, 2 points, le score en question en concaténant avec un anti-slash et un couple de parenthèses et on va mettre ensuite essai. Et si jamais il n'y a pas de score en mémoire, c'est-à-dire que le score en mémoire est nul, alors on va afficher cette fois-ci dans le label aucun meilleur score. Et voilà, on en a fini avec le fichier ViewController. Maintenant, on va passer au fichier GameController en cliquant sur la deuxième vue. Donc je me retrouve dans la classe GameController, on va aller tout en haut et on va ajouter 2 variables. Une variable qu'on va appeler score temporaire, donc avec le diminutif TMP, qu'on va affecter par défaut à 0. Puis notre score en mémoire qui va prendre l'instance d'NSUserDefault. Ensuite, dans la fonction ViewDidLoad, après super.ViewDidLoad, on va simplement vérifier, comme on a fait dans ViewController, si le score en mémoire n'est pas nul. Et s'il n'est pas nul, on l'affecte à score temporaire. Donc score temporaire qui va contenir le score qu'il y a en mémoire jusqu'à ce qu'il soit battu. Donc pour la clé, on a dit score différent de nul. Alors notre variable score TMP va être égale au score en tant que int, bien évidemment. Et si jamais il est nul, eh bien on va rien faire, on va laisser score temporaire à 0, mais ça ne va pas être le score par défaut, car le but du jeu dans le juste nombre est de faire le score le plus petit. Donc si on compare à 0, jamais on ne battra le record, puisqu'il est impossible de trouver un nombre en 0 essai. Donc on va simplement tester dans une condition si le score TMP est égal à 0. Et si c'est le cas, alors on va enregistrer le score du compteur, car le premier score va être le meilleur score du jeu dans ses débuts. Donc on va maintenant aller dans la structure conditionnelle qui nous indique que l'on a gagné, c'est-à-dire dans ce else là. Et en fait ici nous allons faire une autre structure conditionnelle juste après cette instruction et juste avant ces 3 instructions. Et c'est là que nous allons sauvegarder le score. Donc
on met notre première condition if qui va tester si le score temporaire est égal à 0. Donc si c'est la première fois qu'on fait un score, eh bien on va afficher dans le label « Bravo, vous avez trouvé le nombre qu'il faut en temps d'essai » et après le point, ici, on va mettre « C'est un nouveau record ». Car en effet, la première fois qu'on utilise le jeu, le score qu'on va obtenir est le nouveau record, forcément. Alors on n'oubliera pas de sauter une ligne juste avant, en ajoutant l'anti-slash n, qui va être lu comme un retour à la ligne. Donc une fois qu'on a le nouveau record, on va enregistrer ce score-là, qui correspond donc au score du compteur. Du coup, notre instance score en mémoire, on va lui appeler setValue pour enregistrer le compteur et pour la clé score. Ensuite, on appelle synchronize. Et voilà, le score est sauvegardé. Notre deuxième condition va maintenant tester si le score temporaire, donc le score qui vient de la mémoire, est plus grand que le compteur. Et si c'est le cas, alors on va enregistrer le compteur courant. Donc en fait, c'est si le compteur qu'on a obtenu a un plus petit nombre que le score qui vient de la mémoire, donc score TMP, alors c'est aussi un nouveau record, et c'est le compteur qu'on va enregistrer. Donc on va reprendre exactement les mêmes instructions que dessus, ces trois-là, pour les mettre dans cette condition. Alors je vais espacer le tout pour qu'on puisse bien voir. Et notre dernière condition, donc dans le else, c'est-à-dire si jamais on n'a pas battu le record, eh bien on va laisser la phrase par défaut, celle qu'il y avait au tout début, et évidemment on ne sauvegarde pas de score car le record n'a pas été battu. Alors une petite chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre à jour score TMP lorsqu'on a fait un nouveau record. Sinon, on ne pourra pas se baser sur ce nouveau record. Donc en fait, à chaque fois qu'on fait un nouveau record, à la suite de nos instructions de sauvegarde, on va devoir réaffecter à score TMP la valeur de la mémoire que l'on vient de sauvegarder. Donc avec value for k pour score en tant que int. Voilà, donc cette instruction, il faut la faire après chaque sauvegarde de score pour mettre à jour notre variable score TMP. Et c'est ce score-là qu'on va récupérer dans la vue d'accueil pour pouvoir l'afficher lorsqu'on démarre l'application. Une dernière chose à faire est d'agrandir le label de résultat dans la deuxième vue, car maintenant qu'on affiche c'est un nouveau record, on va un peu l'agrandir et on va lui ajouter une ligne de plus. Donc dans la zone d'utilitaire à droite, là où il y a marqué lines 4, eh bien on va en ajouter une pour qu'il y ait 5 lignes et pouvoir afficher c'est un nouveau record. L'application est maintenant prête et je vais l'exécuter. Alors comme on peut le voir ici, il y a déjà marqué meilleur score 5 essais, ça c'est parce que j'ai fait l'application juste avant. J'ai déjà un nombre stocké en mémoire, un record, mais normalement, pour vous, quand vous l'ouvrez pour la première fois, il devrait y avoir marqué aucun meilleur score. Alors ce qui est dommage, c'est que je ne pense pas faire un meilleur score que 5 pour vous montrer que le score change bien, mais bon, on va essayer, hein, on sait jamais. Donc 50, 25, 20, 15... Ah bah parfait. Là, comme vous pouvez voir, j'ai trouvé le nombre 15 en 4 coups. Du coup, il y a marqué nombre d'essais 4. Et en dessous, c'est un nouveau record. Et effectivement, c'est un nouveau record car mon record précédent était 5. Et maintenant, si je retourne sur la page d'accueil, il va y avoir marqué 4 essais dans le meilleur score. Comme ça, vous avez pu voir que ça fonctionne. Et ça va fonctionner tout aussi bien chez vous si vous avez fait ce que j'ai fait dans la vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visionnée. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons l'auto-layout, qui est le repositionnement automatique des éléments graphiques sur une interface lorsque celle-ci est en format portrait ou en format paysage. Et je vous expliquerai dans la vidéo quel est l'outil du Xcode qui permet de faire cela et nous verrons quelques exemples afin de bien comprendre cette notion qui est assez complexe. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.